La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié aux grandes questions de la protection sociale. Aujourd'hui, nous abordons la question délicate du rôle des entreprises et donc des employeurs pour freiner l'augmentation des arrêts de travail. Pour nous aider à explorer le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Mayer, associé chez Ice Partners et ancien directeur de la CNAV. Pierre Mayer, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, nous allons partir des chiffres. Quelle augmentation des arrêts de travail en France et pourquoi ? Il y a un chiffre qui frappe. C'est le chiffre des arrêts de travail, c'est-à-dire le nombre des journées d'arrêt maladie indemnisées qui a augmenté de plus de 30% en 10 ans. On a constaté un léger repli en 2023, mais il reste nettement plus élevé qu'en 2019, donc avant la crise du Covid-19. Surtout, la dépense ne fléchit pas, puisque le montant des indemnités moyennes augmente. Pour la sécurité sociale, les indemnités journalières qui sont versées pour raison d'arrêt maladie, on enlève donc dans le total des indemnités journalières, les indemnités journalières liées aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et les indemnités journalières liées à la maternité. Donc, indemnité journalière uniquement en raison d'arrêt maladie, c'est un peu plus de 10 milliards d'euros par an, soit 60% du total des indemnités journalières. Et comme l'indique la DRES, Direction statistique du ministère de la Santé et des Solidarités, dans une étude parue en 2024, la hausse tendancielle du volume d'arrêt maladie, elle s'est bien accentuée entre 2019 et 2023, au-delà des soubresauts qu'on a pu enregistrer entre 2020 et 2022 qui étaient liés à la crise sanitaire. Maintenant que nous avons une vue d'ensemble des chiffres, cherchons à comprendre ce qui se cache derrière cette tendance. A-t-on des éléments d'explication de cette hausse ? Il y avait une tendance structurelle et il y a une tendance structurelle ascendante qui préexistait à la crise Covid. Elle est liée à la dynamique de l'emploi et au vieillissement de la population active. Mais elle s'explique également en raison d'une hausse de la sinistralité. Alors la sinistralité, c'est à la fois le taux de recours, c'est-à-dire le nombre d'arrêts de travail et la durée de ces arrêts de travail à âge donné. Et ce qu'on a pu constater dans l'accentuation de la hausse entre 2019 et 2023, c'est qu'elle est principalement due à une progression plus forte des taux de recours. La proportion de salariés qui a eu recours à un arrêt indemnisé au cours de l'année, c'était 25% en 2010, c'est 26% en 2019, c'est 28% en 2023. Par ailleurs, les montants versés sont plus importants, tout simplement parce qu'il y a eu des revalorisations du SMIC qui sont intervenues pour compenser la période d'inflation que l'on a pu récemment connaître. Alors, est-ce que, par rapport à cette augmentation des arrêts de travail, est-ce que le travail est plus pénible ou paraît plus pénible depuis le Covid ? Est-ce qu'on assiste à une forme d'effondrement de l'engagement au travail ? Est-ce que les absences liées au Covid ont pu, si j'ose dire, décomplexer le recours à l'arrêt de travail ? Chacun peut avancer une explication. Objectivement, il serait bien hasardeux de répondre positivement ou négativement à ces questions qui sont juste citées à titre d'exemple. Mais est-ce que tous les salariés sont concernés ? Alors oui, tous les salariés sont concernés. On aurait tort de croire que c'est uniquement à cause, par exemple, du vieillissement de la population active. Au cours des années 2010, c'est vrai, l'augmentation avait été particulièrement marquée pour les salariés âgés. Mais sur la période récente, donc 2019-2023, la hausse du taux de recours est également très marquée pour les tranches d'âge les plus jeunes. Depuis 2010, les arrêts maladie ont augmenté plus fortement chez les femmes que chez les hommes, et cette sinistralité plus importante se constate à tous les âges. Alors, il est également intéressant de se pencher sur les justifications médicales des arrêts maladie. En 2024, 33% des arrêts maladie sont liés à ce qu'on appelle les maladies ordinaires. C'est les rhumes, les grippes, les angines, les gastro. Et 7% au Covid. La troisième cause, mais quand même loin derrière, ce sont les troubles psychologiques et l'épuisement professionnel. C'est 15% des arrêts maladie. Ensuite, les troubles musculo-squelettiques, ce qui comprend le mal du siècle, le mal de dos.
Et selon vous, le travail peut donc bien jouer un rôle dans l'arrêt de travail ? Alors bien évidemment, sur les arrêts qui sont liés à l'épuisement professionnel, le lien il est majeur, il est direct. Mais également, lorsqu'il s'agit d'une lombalgie, cela peut très bien résulter d'une mauvaise posture que vous pouvez avoir sur votre chaise ou votre fauteuil de bureau. Et votre grippe ou votre gastro, vous pouvez très bien l'avoir attrapé par l'intermédiaire d'un de vos collègues qui ne s'est pas suffisamment lavé les mains. On a pu voir combien les entreprises ont été très attentives dans le cadre du Covid-19 à ne pas être suspectées d'avoir contribué à propager la pandémie auprès de leurs salariés. Puisque le travail peut influencer directement ou indirectement les arrêts maladie, il est légitime de s'interroger sur la responsabilité des employeurs en la matière. Quelle est donc cette responsabilité des entreprises et des employeurs ? Le Code du travail énonce clairement les choses. Je cite, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Protéger la santé physique et mentale des travailleurs, c'est le fameux article L4121.1 du Code du travail. Et ces mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, elles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Alors bien sûr, on peut se dire, ces obligations, elles ont été conçues par rapport à des risques professionnels. Bon, il paraît évident qu'un employeur doit faire en sorte que ses salariés manipulent en toute sécurité, par exemple dans le cadre d'une usine automobile, les machines et les produits nécessaires à la fabrication d'une voiture. Mais je crois qu'on est passé clairement d'une obligation de sécurité à une obligation de santé au travail. Et la notion de santé au travail, elle ne renvoie pas seulement à un aspect médical. C'est une question globale qui comprend les conditions de travail, c'est-à-dire les conditions matérielles, organisationnelles, psychosociales dans lesquelles le salarié exerce son activité. Ses horaires, son rythme de travail, les délais, la répartition des tâches, l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. L'aménagement des postes, l'équipement, la chaleur, l'éclairage, l'aération, le bruit. Les relations avec les collègues, la hiérarchie, les clients. Mais également l'intérêt des tâches effectuées, la capacité d'action et d'expression, l'autonomie, la reconnaissance et la valorisation des compétences. Donc cette notion de santé au travail, on voit bien qu'elle est extensive. Et cette montée en puissance, cette extension de la santé au travail, ça constitue forcément une inquiétude pour l'employeur. S'il est démontré qu'une organisation du travail, un management déficient, sont à l'origine ou peuvent être considérés comme à l'origine d'un burn-out d'un salarié, on voit bien que les conséquences pour l'encadrement, le management et la direction de l'entreprise sont loin d'être neutres. Est-ce que la crainte de la condamnation est le moteur de l'action des employeurs selon vous ? Heureusement, c'est loin d'être le seul moteur. D'abord, pour des raisons économiques. Rappelons cette évidence, les arrêts de travail coûtent cher aux entreprises. Ce sont des journées de travail perdues, ce qui signifie de multiples désorganisations. Il faut voir que pour les arrêts de moins de 3 jours, même si le délai de carence s'applique, c'est-à-dire que normalement il y a 3 jours de carence où le salarié n'est pas indemnisé, l'entreprise va souvent être conduite à compenser au salarié sa perte de rémunération en raison d'accords de branche ou d'entreprise. Ensuite, pour des raisons de responsabilité sociale des entreprises. C'est un des critères qui est scruté et qui va être de plus en plus scruté par les partenaires sociaux, bien sûr, mais également par les différents analystes pour déterminer s'il existe un mal-être dans une entreprise et donc un des éléments de la performance sociale. Quand vous êtes une entreprise, vous regardez votre secteur d'activité, vous regardez vos concurrents et vous vous dites est-ce que j'ai plus ou moins d'arrêts de travail que des entreprises de taille comparable. Donc ça va être un élément essentiel pour déterminer ce qu'on appelle la performance sociale. Vous avez beaucoup d'arrêts de travail, vous perdez en attractivité. Ce type d'information va être communiqué de plus en plus, comme on le voit avec la montée en puissance de ce qu'on appelle en bon français le reporting extra-financier. Et comment prévenir ces arrêts de travail ? Est-ce que des solutions concrètes sont mises en place ? Il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis longtemps. Tout d'abord, il faut quand même dire un mot des contrôles, qui font partie de la politique de prévention. Il reste nécessaire sur l'ensemble de la chaîne, les salariés, les médecins, les entreprises. Et il convient probablement de mieux articuler les efforts des différents acteurs en la matière.
L'assurance maladie a ainsi depuis longtemps, dans sa gestion du risque, une surveillance des médecins hyper prescripteurs d'arrêt de travail. Force est de constater que cette action est toujours très mal perçue par le corps médical. Ensuite, il y a la connaissance. Pour bien prévenir, il faut bien connaître. L'employeur peut observer, analyser les chiffres en lien avec son assureur et bâtir ainsi un plan d'action qui va lui permettre de constater, on l'espère évidemment, une baisse de la sinistralité et ou une diminution des périodes d'arrêt et donc un gain global pour les entreprises. C'est tout le sujet aussi de la qualité de vie au travail. Enfin, la prévention, c'est aussi pour des salariés qui ont été absents une certaine durée, c'est favoriser leur retour au travail, leur retour en activité professionnelle. Les assureurs complémentaires ont pu développer là des différents programmes de coaching avec des résultats. Le maître mot ici, c'est bien sûr l'accompagnement. Pour finir, il faut ajouter quand même que le système d'indemnisation des arrêts de travail reste très complexe. Alors oui, vous avez raison. Tous ces efforts sur la prévention, ils trouvent aussi leurs limites en raison de la complexité de l'architecture et de l'indemnisation des arrêts de travail. Parce que, historiquement, ce système d'indemnisation, il est complexe, il est réparti entre 3 étages emboîtés, comme l'indique un rapport de 2019, le rapport Bérard-Oustric-Seyé. Premier étage, le régime de base de la sécurité sociale, qui verse des indemnités journalières après les fameux 3 premiers jours dits de carence. Et d'ailleurs, c'est la première mission en termes financiers de la sécurité sociale assurance maladie en 1945, c'est de verser des IJ. Le deuxième étage, c'est le complément légal versé par l'employeur en application de la loi de 1978, dite loi de mensualisation, qui assure aux salariés 90% de son salaire le premier mois d'arrêt et 66% le deuxième mois d'arrêt. Mais certains salariés n'y ont pas droit. Et de fait, la plupart des contrats en durée déterminée n'ont pas droit à ce complément légal. Troisième étage de la fusée, si j'ose dire, ce sont les accords interprofessionnels de branche ou d'entreprise. Donc ça, c'est à la main des partenaires sociaux, qui peuvent être plus ou moins généreux par rapport à l'indemnisation des arrêts de travail. Ils peuvent compléter l'indemnisation au-delà du deuxième mois d'arrêt, bien sûr, donc ils sont plutôt sur les arrêts longs. Ils peuvent effacer ou non tout ou partie des jours de carence. Ils peuvent effacer les 3 jours de carence ou ils peuvent au contraire décider d'en effacer qu'un. Et puis, ils offrent ou non une couverture complémentaire partielle pour les salariés justement qui sont exclus de la loi de mensualisation, donc du fameux deuxième étage. Et ces éléments d'indemnisation, ils vont être versés soit directement par les entreprises, soit par les organismes d'assurance, de prévoyance ou des organismes mutualistes. Alors, il y aurait probablement intérêt à simplifier le mode de calcul des indemnités journalières, à redéfinir l'architecture du système, à mieux responsabiliser les acteurs, à modifier la gouvernance générale. C'est une réforme d'ampleur. L'objectif, c'est bien sûr mettre les entreprises au centre du jeu pour davantage encore les responsabiliser sur leur gestion du risque, pour les motiver encore davantage pour entrer dans des dispositifs de prévention, mais également pour permettre le retour à l'emploi pour les arrêts longs. Merci Pierre Mayer pour tous ces éclairages. Merci à vous. Et à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.